Je pense que ça a démarré. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors on est en direct, effectivement. Ah bah, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va parler de la récupération d'eau et surtout de l'autonomie en eau dans le cadre, d'un projet de résilience globale, avec ou sans effondrement, parce qu'avec effondrement, effectivement, il faut pouvoir boire, parce que si on ne boit pas, comme c'est marqué 72 heures sans prévoir, c'est un peu difficile. Mais aussi dans un cadre plus large, dans un cadre d'économie, dans un cadre de pouvoir d'achat, puis dans un cadre d'être responsable de sa consommation d'eau, responsable de la différentes formes de pollution, en tout cas des rejets qu'on fait dans l'eau, et qu'ensuite habituellement on redonne en gestion au système global. Euh, Là, on va essayer d'étudier ça de manière un petit peu holistique, mais avec une première partie très concentrée sur comment on vit avec et sans eau, comment on collecte l'eau, comment on la garde, comment on la stocke intelligemment, comment on la récolte. Effectivement, il y aura certainement une deuxième partie comme comment on potabilise l'eau et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets hydriques, entre guillemets, les toilettes, le lave-linge, lave-vaisselle, la douche. Normalement, cette eau-là, elle repart. On a presque plus conscience que c'est automatiquement géré. Pareil pour les eaux de pluie, on les redonne aux stations d'épuration. Qu'est-ce qui se passe derrière et comment on pourrait aussi les garder et valoriser quelque part l'or qu'on est en train de leur donner. Donc, vivre sans eau, courante au robinet, l'idée c'est un peu de couper l'eau et puis de voir ce qui se passe. Pour voir un petit peu comment vous êtes en capacité de réagir. Alors, sans eau, ça peut donner un peu ça, comme image. Moi, ça me donne pas envie, hein. Hmm. Non, Quand je vois la tête de l'arbre à pas du tout. côté, Ouais, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dans ce live, vous allez certainement prendre quelques prises de conscience. Et puis après, on va parler des solutions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, imaginez cette image. Alors, c'est un petit peu fou, puisque aujourd'hui, on n'a pas de déficit en eau. Quand vous ouvrez le robinet, ça coule à flot. Vous tirez la chasse, c'est sans aucun problème. Mais ne serait-ce que ne pas avoir d'eau dans votre chasse d'eau, imaginez à quel point c'est déjà aujourd'hui un problème. Hein. Si vous n'avez pas de toilette sèche, ça devient tout de suite un bordel monstre. Euh, si vous ouvrez votre robinet, il n'y a pas une goutte d'eau qui sort, tout de suite ça devient la folie. Et donc on va essayer de parler de tout ça et puis de vous amener des solutions pour que vous aussi vous vous rendiez compte que finalement, même si c'est un besoin qui est hyper vital et que c'est dramatique de ne pas avoir d'eau, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça de, euh, de prévoir et de s'autonomiser. je pense même que c'est plus facile de s'autonomiser en eau que de s'autonomiser Ouais. en légumes et en fruits. Ah oui, ça c'est sûr. Ça prend moins de temps et puis ouais, c'est vraiment pas compliqué Oui, finalement. finalement, ça reste assez simple. Les solutions des uns inspirent quand même pas mal des solutions des autres. Tandis que là, enfin, pour le reste, pour les fruits et légumes, c'est quand même plus compliqué. D'ailleurs, Hmm. vous allez vite vous apercevoir que la problématique des fruits et légumes, la problématique de l'alimentation est liée à la problématique de l'eau. Parce que quand on dit quelle est ma consommation d'eau, aujourd'hui on entend juste l'eau qu'on boit, l'eau de baignade, des fois l'eau pour le potager, pour arroser les fleurs. Mais on n'a pas forcément conscience que le jardin en lui-même déjà consomme de l'eau et que si vous n'arrosez pas, si vous n'avez pas prévu d'eau pour le jardin, euh, dans un cadre où, par exemple, il n'y a plus rien au supermarché, vous pouvez plus aller au supermarché pour une raison X ou Y, ou parce que les supermarchés sont vides, vous apercevez que sans eau, bah, il n'y a aussi pas de jardin, donc vous ne mangez plus. Donc il faut prévoir l'eau, mais de manière globale. C'est important de garder ça à l'esprit. Donc ça, c'est un petit peu la table des matières. On va passer là-dessus, c'est pas particulièrement intéressant. On va faire un petit test. Il y a un robinet d'eau là, on voit que l'eau ne coule plus. Euh, et
avant de faire ce test, on va vous parler d'une anecdote qui est le street pooling. C'est quelque chose qui arrive Ouais. depuis quelques temps près de chez moi, à Bordeaux, donc dans la ville à côté qui s'appelle Pessac. Les gens ont chaud parce que en fait il y a de plus en plus de journées chaudes et les journées en plus chaudes sont de plus en plus chaudes. Donc c'est tout de suite assez compliqué. Et pour se rafraîchir, bah, qu'est-ce que font les gens? Ils vont sur les bornes à incendie et puis bah, ils font péter les, euh, les boulons et puis bah, ils font gicler l'eau comme ça, ils s'arrosent. En fait, ils font des piscines à l'intérieur même bah, des rues et ils s'arrosent et puis après bah, ils laissent l'eau dégueuler en pleine rue. Mais eux, ils vont mieux parce qu'ils se sont rafraîchis. Et la mairie de Pessac a lancé directement un avertissement déjà au niveau juridique en disant qu'elle poursuivrait les gens qui font ça. Et pour une deuxième raison, c'est que les gens qui font ça causent des effets de bord. Et ces effets de bord sont assez simples. C'est bah, quand ils sont plusieurs à s'arroser comme ça dans la rue, et ben il y a des gens, par contre, chez eux, que ce soit des personnes âgées avec des enfants ou pas d'enfants, bah, ils ont plus d'eau. Ou ils en ont moins, ils ont moins de pression, jusqu'à ne plus avoir d'eau. Donc il y a des ruptures d'eau qui se font, vous voyez, avec quelque chose de très simple. Il y a un gamin qui a envie de jouer avec de l'eau, il fait un petit peu le caïd, il se prend en photo, il se met sur Facebook, et c'est devenu la star du moment. Et ben en échange, regardez la fragilité du système qu'on a avec deux trois gamins qui s'amusent. Bah, il y a des maisons qui sont plus approvisionnées en eau derrière. C'est pour vous montrer à quel point c'est Mm. fragile. Le système sur lequel tout repose est fragile et on est extrêmement dépendant de ce système. Et l'objet même du live d'aujourd'hui, de cet apéro live, parce qu'il faut quand même dire c'est un apéro, pas déconner avec ça. Ah tiens Thibaut, de cet Tout de apéro même. live, c'est bien faire en sorte d'être plus résilient et moins dépendant de cet approvisionnement en eau, quitte à le continuer en même temps, en parallèle. Mais c'est vrai que le jour où l'eau est coupée pour 2 semaines, bien, il peut vraiment avoir une différence entre la vie et la mort, juste si vous avez prévu et si vous n'avez pas prévu en fait. Ouais, là, il y a vraiment une question de dépendance, donc c'est très, très, très important. On trouvait ça vraiment marrant en plus de voir cette news arriver le jour où on allait faire le live. Alors, rien n'arrive par hasard. Et c'est une très très belle illustration pour vous montrer à quel point on est dépendant. Euh, voilà, après, ce sujet de l'eau, ouais, c'est pas forcément, on ne veut pas vous faire peur ni rien, mais même juste dans un projet un peu plus écologique, de responsabilité, de décroissance même, c'est hyper important d'en parler et puis de voir les solutions qui existent. Moi j'ai payé une facture d'eau de 650 euros, la dernière facture que j'ai payée. 650 euros, je pense que je dois pouvoir diviser ma facture, mais facilement, je parle vraiment facilement et on va vous dire comment, par 3. Ça fait 400 euros gagnés quoi. Enfin même plus. Et ça fait 400 euros qui sont partis en fumée pour rien et 400 euros que j'aurais pu investir dans autre chose ou même pour me faire plaisir. Alors je vais pas vous dire pour aller en Thaïlande pour prendre l'avion, hein. Enfin c'est pas trop mon trip. Ou un panneau solaire. Ouais. Mais juste, je sais pas, aller acheter des huîtres et manger des huîtres sur la plage. Voilà, moi j'aime bien cette solution-là. Ouais, carrément. Bon, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont là, Nico, Coccinelle, Mathieu, Stéphanie, Florence, voilà. Donc salut à tous, bon apéro. J'espère que vous avez prévu pour l'apéro. Il n'y a pas que la facture d'eau à prévoir aujourd'hui, il y avait Ouais. aussi l'apéro. Alors un premier test qui est hyper simple à faire. Vous pouvez faire chez vous. On vous a marqué, vous avez tout marqué, mais on va vous le redire. Premier test, vous allez à votre compteur d'eau, puis vous tournez le robinet. Là, voilà, j'ai envie de dire, maintenant où vous décidez de le faire en 3 jours, l'important pour faire ce test, c'est je coupe le robinet pendant 72 heures d'affilée. Je prévois rien, je stocke rien, je prépare rien non plus. Enfin, j'y vais comme ça me prend, je coupe, puis je vois à partir de quand j'ai des problèmes. Est-ce que c'est au bout d'une heure, est-ce que c'est au bout de 4 heures, est-ce que c'est au bout d'une journée, au bout de 3 jours, au bout de 10 jours, au bout de 15 jours.
Et vous allez prendre conscience à ce moment-là de petits détails, de petites choses qui semblent rien du tout, mais qui, euh, si la coupure d'approvisionnement en eau était réelle et durable, deviendrait pour vous un véritable enfer. Un truc, par exemple, enfin, vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez plus lui faire euh, de biberon parce que vous avez plus d'eau, ça devient un cauchemar. Ça devient un cauchemar. Le fait de ne pas avoir d'eau dans les toilettes, c'est une chose, je veux dire, c'est une des données parmi d'autres. Le fait de ne pas pouvoir se laver, bah, tout d'un coup, si vous faites ça pendant assez longtemps, vous allez peut-être vous apercevoir que c'est peut-être pas si grave de ne pas se laver tous les jours. Ou en tout cas de ne pas se savonner tous les jours. Et que c'est beaucoup plus simple, par exemple, de se laver de manière très courte si vous vous savonnez pas, si c'est juste un rinçage. Avec un savonnage, vous allez peut-être avoir 10 minutes sous l'eau et peut-être avec un rinçage, c'est 2 minutes. Enfin voilà, je vous donne des choses que moi j'ai remarquées en faisant ce genre, d'exercice. Donc bah, un jour quand vous serez prêt, peut-être qu'on le fera en groupe. On a imaginé faire le test à une date donnée tous ensemble sur le groupe et peut-être justement échanger sur le groupe. Ah tiens là je commence à avoir les yeux qui piquent, là j'ai la bouche pâteuse. Ah tiens, enfin moi je boirais bien un Ricard mais il n'y a plus d'eau, c'est quand même compliqué. J'ai pas envie de le boire pur. J'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est de voir les limites que l'on atteint. Et vous allez voir, parce que moi j'ai fait le test déjà, j'ai déjà fait un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire pendant 24 heures. On voit très très vite les limites de notre corps, de notre esprit aussi, parce que si vous n'avez pas d'eau, c'est très vite compliqué au niveau psychique. Voilà. Donc essayez de faire ce test. En tout cas, ce test il est important pour nous parce que ça va vous permettre de vous étalonner. Peut-être la première fois que vous allez le faire, bah, vous allez vous apercevoir au bout de 4 heures que c'est l'enfer de ne pas avoir d'eau dans les tuyaux. Et si vous le refaites une deuxième fois, peut-être vous allez vous dire, bon maintenant j'ai prévu le coup un peu plus, du coup j'ai tenu 24 heures, et une troisième fois peut-être que vous allez pouvoir tenir 3 jours, faire les fameuses 72 heures, et vous dire, bah j'ai tenu le coup parce que maintenant je sais gérer le truc. Du coup vous aurez appris un truc sur vous, et c'est un peu la démarche. On a Cococcinelle qui nous dit que ça lui est déjà arrivé. Donc j'imagine une bonne coupure d'eau et que ça a été la cata, surtout quand on cuisine. Et si vous n'avez pas d'eau pour les pâtes, vous pouvez toujours essayer de manger des pâtes. C'est Ça croque. c'est vraiment très bête, mais Comment t'aimes les pâtes, Thibaut? Moi je les aime croustillantes. ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un exercice à faire, vous le faites quand vous voulez, évidemment on vous dit pas de le faire absolument, on vous force pas, vous prenez vos responsabilités, vous êtes grand. Vous voyez ce que ça donne et puis surtout n'allez pas essayer de faire 72 heures pour faire 72 heures. Quand vous voyez que ça devient difficile, bah, remettez l'eau chez vous et puis essayez d'apprendre de votre essai et puis de recommencer une deuxième fois, une autre fois et puis petit à petit augmenter votre résilience. C'est comme ça qu'on... La résilience, c'est pas juste un truc théorique, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se teste au quotidien. Et puis par exemple la résilience en comment dire, l'autonomie, la résilience du coup en légumes et en fruits et légumes. Il y a une manière qui est très simple pour la tester. Vous arrêtez d'aller au supermarché, puis vous voyez le temps que vous arrivez à survivre. Première année, ça va peut-être être 10 jours. La deuxième année, c'est peut-être un mois. Troisième année, vous arrivez à faire un mois et demi. Et puis au bout d'un moment, vous dites, ben, en fait, je suis encore loin de mes 12 mois, quoi. Et voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous progressiez à chaque fois. Et au bout d'un moment, vous allez tendre vers votre objectif. Par contre, si vous gardez tout dans la tête. Il y a plein de petits détails hyper concrets du quotidien que vous n'allez pas voir. Et ce qui se passe, c'est que vous allez croire que vous êtes résilient, que vous êtes préparé, et en fait, vous n'êtes pas préparé du tout. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans le confort et qu'on a la possibilité de, entre guillemets, s'amuser à le faire. Donc, on peut le faire de manière joyeuse sans souffrir du manque d'eau qui arriverait par quelque catastrophe que ce soit, hein, ou juste parce que les vannes sont fermées. Aujourd'hui, on peut se préparer ensemble, en plus en testant ensemble, en faisant des retours d'expérience, en s'aidant, que le jour où ça arrive et qu'on n'en a pas et qu'on est au pied du mur, bah, honnêtement, ce sera beaucoup moins drôle que de le faire tout de suite là, quand on peut se permettre de rouvrir le robinet parce qu'on en souffre. Oui, puis là, ça peut carrément être fait sérieusement, mais en même temps à la déconnade.
Ouais, On peut ouais, vraiment se ouais. dire, regarde, j'étais trop bête, j'ai oublié ça, du coup ça a duré 30 minutes. Et Hmm. puis on en rigole, et puis on le refait sérieusement, un peu plus. C'est pas un peu plus sérieusement, ça peut rester léger aujourd'hui. En fait, cette notion de résilience, elle peut rester. C'est quelque chose qui peut rester léger tant que vous vous préparez et que vous le faites avant. Le problème de la résilience, c'est euh, quand vous prenez un coup et que vous n'avez jamais été préparé à prendre ce coup. Là, bah, du coup, l'impact est beaucoup plus important pour vous, psychologiquement, physiquement, ainsi de suite, quoi. Ouais. Donc autant le faire joyeusement, en déconnant les uns les autres, en échangeant, quoi. Allez, avançons. Alors ça, c'est la joie aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'eau là. C'est le test numéro 2. Le test numéro 2, c'est 24 heures sans boire. Donc je vous l'ai dit, ça s'appelle un jeûne sec, c'est-à-dire un jeûne où on ne mange pas, en fait on met rien dans la bouche, c'est comme le ramadan, sauf que ça dure 24 heures et non pas du lever au coucher du soleil. On ne mange pas, on ne met pas d'eau dans la bouche, on ne boit pas non plus. Donc ça s'appelle un jeûne sec. Ça, c'est intéressant à faire pour voir comment notre organisme réagit à la privation totale d'eau. Et en fait, 24 heures, ça suffit largement à comprendre ce qui se passe, à comprendre aussi les pertes de capacité, les pertes de repères, les dissonances cognitives, ce genre de choses. Par contre, je vous mets en garde, on ne prend pas du tout la responsabilité le fait que vous faites ça. Vous le faites si vous avez envie, vous le faites en ayant consulté un médecin, peut-être à l'hôpital. Je sais qu'en même en Allemagne, ça se fait de manière hospitalisée. C'est beaucoup moins parce que là-bas il y a les Heilpraktiker. C'est beaucoup moins comment dire commun en France de faire ça de manière hospitalisée. Voilà, moi je l'ai fait chez moi sans être hospitalisé. Y a pas, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être hospitalisé pour le faire. Maintenant, j'ai pris mes responsabilités, vous prendrez les vôtres. Tout bêtement. Oui. Pour la petite anecdote, moi je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup euh, de base, Menteur. et donc ah, ok, là j'ai une bière, ok. Mais sinon, en fait, je suis capable depuis très longtemps de pas boire du tout de la journée. Alors bien sûr, je mange, mais ça m'arrive parce que tout simplement, j'y pense pas et puis que je résiste à la sensation de soif jusqu'au point de vraiment oublier que j'ai soif. Je sais que Nico dans le groupe, lui, il boit des litres par jour. Par contre, on en a déjà parlé ensemble, Romuald et moi, et je sais les conséquences de ne pas boire. Je connais les conséquences sur mes capacités mentales. Euh, voilà, je connais ce manque. Donc je deviens parfois incohérent, je cherche mes mots. C'est juste une horreur, je suis moins réactif. Mon cerveau fonctionne vraiment plus lentement. Et quand je me remets à boire plusieurs verres d'eau, 8, 10 verres d'eau par jour, là d'un coup il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire, hein. Je sens tout mon corps qui se réhydrate, mes cellules qui fonctionnent à plein régime. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ce test, il est intéressant ouais, dans ce que vous allez expérimenter quand même. Ouais, Cococcinelle nous dit sans manger c'est peut-être possible, mais sans boire c'est autre chose. Voilà. Et Nico qui dit que c'est clair. Alors on t'entend plus. Oui, et sans Ouais. manger, moi j'ai fait 5 jours, donc c'est vraiment sans problème. J'ai un copain qui a fait 20 jours. Donc Jean-Christophe Griselin, pour pas le nommer, il est aussi beaucoup sur internet, donc vous pourrez aller le questionner si vous voulez. Du coup j'ai soif. Bonsoir, bonsoir Hélène qui nous a rejoint. Salut Hélène. Donc on vous a dit tout à l'heure de procéder par itération. Vous faites ces deux tests et puis vous allez voir que vous allez pas échouer, mais vous allez avoir des résultats qui sont euh, pas, pas- pas forcément aussi importants que vous vouliez. Par contre, au fur et à mesure, vous allez vous repréparer avec ce qu'on va vous donner après et petit à petit, vous allez voir que vous allez augmenter considérablement euh, votre durée de résilience et d'autonomie sans eau. Par exemple, je serais pas étonné que si vous coupiez l'eau au bout d'avoir, enfin, après une bonne préparation, que vous teniez 10 jours ou 15 jours, même sans avoir de système global pour potabiliser l'eau, quoi. Alors, la suite. La suite, c'est prévoir à court terme. Donc, il y a cette notion euh, long terme et court terme. Quand on parle de court terme, c'est euh, que vous n'avez pas justement de système à long terme, dans le sens où vous n'avez pas prévu
Vous n'avez pas un système qui récupère l'eau de pluie, qui vient le canaliser, le mettre dans une cuve, retraiter l'eau, la filtrer, la stériliser, et vous la rentre dans les tuyaux. Et puis là, vous avez envie de dire, bah, je m'en fous. Enfin, s'ils arrêtent de me délivrer de l'eau, j'en ai. Voilà. Alors quand on n'a pas ça, il y a des moyens quand même à court terme pour survivre dans l'immédiat, au jour le jour, et puis j'irai semaine après semaine, pour avoir le temps justement de se retourner et de trouver des solutions qui vont durer beaucoup plus longtemps, moyen terme et long terme. Donc ces systèmes à court terme, il faut qu'on en ait tous, parce que j'ai envie de dire, comme c'est arrivé tout à l'heure à Coccinelle, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. bah, ça peut arriver n'importe quand, une rupture d'eau pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors, Ouais, ça arrive bien pour l'électricité, des gens qui restent plusieurs jours, voire des semaines dans les montagnes sans électricité, à un poteau qui se... Voilà, tempête, il n'y a plus d'électricité. Ça peut arriver pour l'eau, une canalisation qui explose. Ah, bon, mais on peut prendre aussi la notion de catastrophe, parce qu'on parle aussi beaucoup d'effondrement et donc de catastrophes naturelles. Euh, Regardez quand il y a des inondations. Paradoxalement, vous avez plein d'eau qui rentre dans une ville. En général, ça fait des ravages et ça empêche l'eau d'être potable. Si bien qu'il n'y a plus d'eau potable, si ça casse les canalisations, ainsi de suite, vous avez tout le village qui en même temps n'a plus de flotte. C'est pour ça qu'ils distribuent de l'eau. Par grands packs et ainsi de suite, ils distribuent de l'eau, ils distribuent de l'eau. Si vous avez prévu un minimum de choses, il est possible que votre système continue à être résilient. C'est intéressant d'ailleurs de ouais. prévoir en cas d'inondation, hein. Je vous le dis au passage. C'est encore autre chose. Mais donc, on va vous en parler après, parce il y a des gens qui certainement sont pas au courant qu'en fait, le travail que font les compagnies d'eau qui vous délivrent l'eau au robinet, vous pouvez faire le même travail chez vous. En fait, la même chose, le même système de filtration. Alors, c'est pas le même système, mais en tout cas, vous arriverez au même résultat, c'est-à-dire une eau qui est potable, qui est buvable aussi chez vous. Et ça, vous pouvez le faire en autonomie. Et on va vous en parler après. Ouais, ça sera la deuxième partie. Donc là, pour le point qui est là, c'est quelle est ma consommation d'eau. Donc je vais vous parler de la mienne et celle de Thibaut. On a grosso modo les mêmes besoins tous les deux. Euh, Chez moi, on consomme à peu près 3 litres par personne et par jour. L'eau de consommation, c'est-à-dire l'eau qu'on met dans la bouche, soit à cause de la cuisson, soit à cause de la boisson. À peu près, hein, entre le fait de faire cuire les pâtes, bah, mine de rien, il faut de l'eau et il ne faut pas qu'elle soit polluée, donc c'est important qu'elle soit une eau potabilisée. Après, il y a l'eau qu'on pourrait nommer de domestique, c'est-à-dire la vaisselle, la douche, le bain, les WC, le lave-linge, la vaisselle, enfin vous voyez de quoi on parle. Chez moi, c'est 70 mètres cubes par an. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice d'avoir vos factures à côté. Chez vous, 70 mètres cubes. Thibaut a à peu près le même volume de mémoire. Ouais, moi, tout compris, je suis à 76 mètres cubes. Voilà. Ouais. Et moi, en plus, au niveau du jardin, pour arroser le potager, je rajoute 80 mètres cubes pour arroser mon potager. Vous remarquez que le potager, chez moi, prend plus d'eau que ma famille. Le fait de devoir arroser mon potager, ça prend plus d'eau que ma famille. Mais il y a une raison à ça, c'est que j'ai planté 20 arbres et 30 arbustes. Et pendant les 2 premières années, il faut beaucoup les arroser. La première année à 100%, la deuxième année à 50% de leurs besoins. Et après, ils n'ont plus besoin de vous. Il y a plus besoin de les arroser. Donc Thibaut, il a à peu près un besoin entre 5 et 10 mètres cubes pour son potager. Grosso modo, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, c'est issu de deux approches différentes, parce que moi aussi, j'ai planté des arbres et des arbustes que moi, j'arrose pas du tout. Il y a deux approches différentes, deux expérimentations, mais on voit que sur le résultat de la consommation d'eau, c'est juste hallucinant. 70 mètres cubes d'écart, c'est pas rien, c'est une consommation annuelle de famille, quoi. Oui, complètement. Et il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte au niveau des paramètres. Thibaut est dans la région nantaise. Moi, je suis dans la région bordelaise. Il y a à peu près 2 degrés d'écart Ouais. au niveau de la moyenne des températures. Et peut-être que la stratégie qui va marcher chez lui de pas arroser n'aurait pas fonctionné chez moi. Moi, j'ai déjà perdu sur les 30 arbustes, j'en ai perdu 9 à cause stress hydrique, manque d'eau, et 2 arbres. Alors,
Peut-être pas forcément à cause de l'eau, les arbres, mais en tout cas les arbustes c'est évident, c'est parce que j'ai pas réussi à les arroser assez. Donc voilà, il y a aussi, voilà, si je prends la même configuration, si je vais planter mes 50 arbres et arbustes dans la région de Marseille, alors qu'il pleut encore moins et que le stress hydrique est encore plus fort, et j'ai envie de dire, la stratégie de Thibaut de ne pas les arroser, peut-être que ça marcherait pas du tout, ou peut-être que ça marcherait très bien. Par contre, Ce serait compliqué. En fait, il faudrait voilà. mettre en place des techniques particulières pour faire que ça fonctionne. Mais c'est tout un autre sujet. Hélène nous dit qu'elle consomme 66 mètres cubes Ok, donc vous par voyez, an. on consomme tous à peu près la même chose. Alors, je sais pas combien vous êtes, Hélène, dans votre famille. Nous, on est trois. Alors, c'est Hélène, c'est notre Hélène, j'ai Oui, envie de dire. c'est ça, oui. Ouais. Si on peut se Donc, permettre, Hélène. je sais pas. Oui, oui. Bon, peut-être elle va nous dire. Nico qui nous dit 24 mètres cubes par an. Il est tout seul. Il a 2 cuves de 1000 litres pour le potager. Euh, et consomme 12 mètres cubes rien que pour les WC. Voilà, la moitié de sa consommation part pour les toilettes. J'ai regardé les chiffres pour les WC. En général, les WC, ça consomme 40 mètres cubes par an. C'est les chiffres qui sont donnés sur Internet. Donc, si tu fais 12, ça veut dire que déjà, tu les gères bien. À vous d'imaginer comment il les gère. Oui, oui, et puis après, il va y avoir des cas différents suivant que on reste chez soi. Nous, on travaille à la maison, donc évidemment, on a une utilisation plus fréquente. Si vous êtes toute la journée au travail, vous utilisez les toilettes du travail, c'est un peu biaisé, hein. Mais bon, il y a toujours cette différence. Nous, on va consommer beaucoup plus. Alors, Cococcinelle, 17 mètres cubes pour un ménage de 2 personnes. Wow, c'est impressionnant ça. Et Hélène nous dit qu'ils sont à deux. Donc c'est D'accord. 66 pour deux. Et 17 mètres cubes Cococcinelle, chapeau. Euh, Elle fait que je- boire en fait. Ouais, peut-être il y a des toilettes sèches, je sais pas. Si... Ou peut-être justement qu'il y a déjà un système de récupération d'eau et qu'il y a une utilisation de l'eau de pluie. Ce serait intéressant Cococcinelle de nous partager ça. Comment arriver à ces 17 mètres cubes? Ok, du coup, sur ce constat, j'avance et puis du coup, on attend les Ouais, commentaires des uns et on des autres. reviendra dessus. Vous allez voir que cette notion de consommation, on va la mettre en opposition avec notre capacité tout à l'heure de récupération. Vous allez voir que tout de suite, ça pose problème. Euh, enfin, il y a des évidences qui se créent tout de suite. Il y a, il y a une autre initiative, c'est de se dire où est l'eau autour de moi. Est-ce qu'il y a de l'eau autour de moi? Est-ce qu'il y a des ruisseaux autour de moi? Est-ce qu'il y a des sources autour de moi? Est-ce qu'il y a des mares autour de moi? Est-ce qu'il y a des lacs autour de moi? Est-ce qu'il y a de l'eau autour de moi dans un cas où j'en ai plus à la maison? Est-ce que je peux aller en chercher à l'extérieur? Une démarche qui est une bonne démarche, c'est de se renseigner auprès des voisins, les personnes âgées, les gens qui sont là depuis longtemps dans le quartier. Il y a des gens qui vont vous dire oui, il y a une source. Il y a une source, elle est là-bas. Allez-y, vous allez voir, c'est hyper simple. Moi, je vais remplir toujours ma bouteille et je bois l'eau de la source. Bah là, vous savez qu'enfin, entre guillemets, vous êtes sauvé quoi. Enfin, c'est presque, c'est, Ouais. Dans les grandes villes, je pense à Lyon parce que j'ai vu ça à Lyon. Il y a des personnes qui vont avec leur bidon et récupèrent l'eau. Il y a des sources hein, dans les villes. Euh, ouais, il y a des points d'eau qui sont totalement potables. Et c'est une solution d'aller récupérer de l'eau, ces points d'eau potables en pleine ville, hein. C'est souvent des endroits un peu cachés où on vous dit pas que l'eau est potable forcément, mais ça existe. voilà, on vient de basculer sur une carte de type IGN. Le site s'appelle Géoportail, donc vous allez autour de chez vous. Moi j'habite Lormont. Euh, Ah, j'arrive plus, évidemment. Voilà, j'ai une petite manip à faire. Donc vous voyez, moi déjà on peut dire un truc, c'est qu'il y a de l'eau, il y a la Garonne. C'est beaucoup d'eau, tout d'un coup. Beaucoup d'eau, mais toute polluée. Donc, mais mine de rien, il y a quand même de l'eau si vraiment je dois en avoir. Alors j'habite dans cette zone ici, là. Et entre là et là, bah il y a quand même 5 km. Donc déjà aller chercher l'eau à 5 km, c'est euh, quand on pense à le faire sans pétrole, ça commence à être compliqué. Pourquoi sans pétrole? Parce que
On pense que si le cas le plus probable où vous ayez une rupture en approvisionnement en eau, ça serait une rupture aussi globale du service de l'État, ce qu'on appelle l'effondrement. Donc normalement, plus d'approvisionnement du pétrole, plus d'approvisionnement des supermarchés, plus d'approvisionnement énergétique, plus d'approvisionnement en eau. Et avec tout le cortège de choses extraordinaires qui vont avec. Mais ça, on vous a déjà fait un live là-dessus, on va pas y revenir. Et puis, si ça peut être joyeux, c'est top. On y va. Donc là, vous voyez, là on est dans mon quartier et là on voit ici que il y a un truc qui s'appelle le Gois de mémoire. J'ai un ruisseau qui est pas très loin de chez moi. Il y a une mare aussi là qui est pas très loin de chez moi et ça, faut apprendre à lire les cartes IGN, c'est important parce que vous voyez les, euh, les tirets que vous avez comme ça quand ils sont ondulés et ça c'est le cas, c'est le chemin souterrain que fait l'eau pour remplir la mare, le lac. Donc vous pouvez imaginer que si vous allez à pied sur ce genre de terrain, vous allez trouver des points où vous allez pouvoir capter de l'eau. Si jamais vous vous retrouvez face à la source elle-même, vous pourriez avoir une eau non polluée et potable, ce qui n'est pas garanti. Ça peut valoir le coup de la faire chauffer, désinfecter ou de la faire analyser au cas où il se passe quelque chose. Là, on remarque que le lac qui est à côté aussi, il a une conduite. Là, c'est du coup, c'est tout droit ici. On voit des tirets bleus, une conduite qui est canalisée. Et cette conduite, elle va amener justement, regardez, là on le voit ici, de manière naturelle, à retourner dans le Gois en bas pour justement canaliser toute cette eau qui vient de cette mare. Donc en fait, autour de chez moi, il y a quand même tout cet écosystème. J'ai une station de pompage ici. Ça aussi, ça peut valoir le coup d'aller faire un tour. Et j'ai aussi là encore une conduite parce que on peut aussi regarder le relief et on voit que là il y a une descente en fait en direction du lac. Là j'ai une conduite d'eau qui est non pas qui est naturelle et qui est plutôt enterrée, mais en dessous de champs agricoles. Donc ça c'est plutôt pas bon signe pour au niveau de la pollution. Et puis, si vraiment je voulais continuer, bon voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez ces pointillés, ces mares, ces stations de pompage, ainsi de suite, il faut que vous organisiez des balades et que vous alliez voir concrètement sur le sol ce que ça donne. Si vous vous retrouvez par exemple, en randonnée j'avais l'habitude de ça, vous pouvez vous retrouver avec des petits trucs encaissés qui font comme ça des V avec des plantes qui sont en général pas forcément de type roseau, mais on voit que c'est des plantes aquatiques assez facilement. C'est-à-dire qu'en général, vous avez la prairie qui est toute plate avec des herbes qui sont pas très hautes, et là vous avez des herbes qui sont beaucoup plus touffues, beaucoup plus hautes. Ça indique, ces herbes, la présence d'eau à cet endroit-là. Et des fois, en y allant, vous allez pouvoir vous apercevoir que là, si jamais vous n'avez vraiment pas d'eau ailleurs, que là, vous allez pouvoir récupérer de l'eau en creusant. C'est aussi des techniques. Alors là, on rentre dans la technique, la technique du barjo, mais en tout cas, voilà. Là, j'ai un autre lac et Il faut dire que ce dont Romuald vous parle là, c'est aussi éprouvé, puisque Romuald est un grand randonneur. Donc, ça sort pas de nulle part. Il y a quand même une expérience derrière de je dois chercher de l'eau parce que j'en ai besoin. Je suis tout seul dans la nature. oui, je peux vous dire que quand vous avez marché 4 heures et que vous avez plus d'eau, tout d'un coup, vous devenez un animal à chercher de l'eau. Donc là, on retrouve un autre cours d'eau ici. C'est intéressant parce qu'il a été canalisé, il y a des petites marques qui ont été faites. Et là, on a vraiment un cours d'eau. Il est plus gros que le Gois, il n'est pas canalisé, il est certainement plus sauvage. Il faut aller voir de ce côté-là. Alors ce côté-là, pour moi, c'est à 4 km de chez moi. Et puis ce cours, il continue, c'est un ruisseau ici, donc il y a tout un tas de choses. Il faut faire le tour à pied de tout ça. Pourquoi il faut faire le tour à pied? Simplement parce que sur une carte, c'est facile de voir où est l'eau. Retrouver la même eau sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Des fois en août, vous la trouverez pas du tout parce qu'elle est plus du tout là. Ça vaut le coup dans ce cas-là de refaire l'expérience en hiver ou autour du mois de mars, parce que là c'est très abondant l'eau et donc vous allez plus facilement trouver vos ruisseaux, vos ruisseaux cachés ou vos sources cachées. C'est plus facile de trouver une source aussi au mois de mars qu'au mois d'août. Parce que quand elle coule très peu et qu'elle goutte, en fait vous l'entendez pas. Et le fait, l'ouïe, c'est quelque chose de très important pour chercher de l'eau. La vue aussi à cause des plantes aquatiques qu'on voit. Euh, donc voilà, et après il faut aller sur le terrain, vraiment sur le terrain, voir, si vous pouvez accéder à l'eau.
Parce que c'est pas parce qu'elle est sur la carte que vous allez avoir, un, le droit d'accéder au niveau légal, deux, la possibilité physique d'accéder. Je dis une bêtise, si vous êtes en hauteur et que vous avez une falaise et que l'eau est en bas à 100 mètres de dénivelé, eh ben vous n'irez pas chercher de l'eau. Elle était sur la carte pourtant, mais c'est pas possible. Il y a un autre truc tout bête, c'est dans un coin où, enfin, la source est un endroit, puis oui, mais c'est gardé par 3 Doberman. Tout de suite, enfin, va falloir prévoir quelque chose. Ça peut être compliqué. Ça m'est arrivé ça aussi en randonnée avec deux Doberman qui s'assient devant moi avec l'air de dire c'est là que tu t'arrêtes. Et là, je me suis arrêté. J'ai fait demi-tour. Voilà, ça c'est du concret. Voilà pour la notion de carte, qui, je pense, est vraiment important. Donc je vous l'ai dit, là, faut aller voir sur place. Bon, vous avez compris. On peut revenir juste deux petites secondes sur Cococcinelle qui nous dit qu'en fait c'est 17 mètres cubes. Elle, pour ses WC et ses lessives, elle est sur l'eau de pluie. D'accord. Donc il y a aussi les lessives hein, qui consomment pas mal d'eau, c'est vrai. Donc merci Cococcinelle. Euh, et après, dans une optique de réutilisation de l'eau, il nous dit que l'eau de cuisson des légumes et des pommes de terre, on la verse sur les mauvaises herbes pour en même temps supprimer les herbicides. Donc, c'est vrai, c'est une bonne utilisation de l'eau qui est un peu usée, entre guillemets. Et par expérience, vous pouvez vous laver dans une rivière à l'abri des regards. Ah oui, Mais on n'est jamais sûr. oui, quasiment Oui, sûr. Ouais. enfin, Ça dépend un peu de la teneur de l'eau, mais normalement, il n'y a pas de problème. oui. Je me souviens en Dordogne des vacances à se baigner dans la rivière. Ouais, c'est un peu froid, mais pourquoi pas en fait. Ah non, mais ça marche impeccable. Ah oui. Impeccable. Euh, euh, de mémoire, je crois que c'est 4 mètres cubes par an à peu près l'eau qu'on consomme pour boire et l'alimentation, l'eau potable. Enfin, moi je crois que j'avais dimensionné ça 4 mètres cubes et le reste était justement pour le reste de l'eau domestique. Donc quand elle dit 10 mètres cubes, ça fait, j'ai envie de dire 4 pour boire ou 3 pour boire, et puis le reste pour faire un petit peu les autres choses, quoi. Ouais, ça doit être à peu près ça. Bon, après, il y a cette notion de bon bah vous avez eu de la chance, il y a de l'eau autour de chez vous, vous avez pu en prendre, vous avez ramené ça dans des bidons. C'est important d'avoir des bidons. Du coup, il va quand même falloir la désinfecter. Alors, il y a la façon simple, c'est de la chauffer, mais du coup, ça peut être compliqué des fois de chauffer de l'eau quand, par exemple, on n'est plus approvisionné en gaz ou en électricité, ça peut devenir problématique. C'est là où ça peut être intéressant d'avoir prévu des kits de survie. Il y a un- des comprimés qui s'achètent par, je sais plus, alors 180 de mémoire, et je crois qu'il y a un plus grand format 1000, mais j'ai jamais vu passer dans mes mains. 180 comprimés d'hydroclonazone, et en fait ça fait de l'eau chlorée, l'eau javelisée que on boit de temps en temps, on a ce goût javelisé, ça fait exactement la même chose. C'est avec ça que je pars en randonnée. Et bon, j'ai jamais été malade. J'ai jamais été malade en randonnée, ça a vraiment toujours très très bien désinfecté l'eau. Vous pouvez faire la même chose avec de l'eau de javel. Donc là, je vous ai mis le mode d'emploi, 3 gouttes par litre, et un bouchon pour 10 litres. Et il faut attendre de 30 minutes. Alors c'est exactement la même chose que l'hydroclonazone, il faut attendre 30 minutes, tout bêtement. Après, vous pouvez aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en dessous, vous pouvez filtrer l'eau avec des filtres manuels type Berkeley. C'est des filtres soit gravitationnels, à charbon ou à céramique. Et c'est-à-dire que vous faites passer de l'eau dans ce filtre et l'eau ressort potabilisée, simplement parce qu'on a retenu toutes les impuretés, sauf les virus, pour être bien précis, Ouais, sauf les virus. ça dit à 99,9%. Voilà. Euh, alors, il y en a beaucoup hein, maintenant des gens qui ont ça. Hein, c'est des gros gros filtres ouais, qui contiennent 8 litres ou 10 litres. D'ailleurs, c'est des beaux objets. C'est beau, hein. C'est des beaux objets en inox. Ça fait chouette dans une cuisine. Et oui. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut attendre. Là, c'est plus que 30 minutes d'ailleurs pour avoir la quantité d'eau qu'on souhaite, totale en tout cas.
Il faut attendre plutôt 1 heure. Puis bon, voilà. Moi, je trouve ça chouette d'avoir ça parce que c'est un autre moyen de pallier à n'importe quel problème. Et puis à commencer à s'éduquer aussi, à boire de l'eau autrement qu'au robinet ou en bouteille, sans vraiment de danger, quoi. Sinon, il y a aussi une autre manière de. Alors là, vraiment low-tech d'aller filtrer de l'eau, hein, c'est avec des gros cailloux, du sable, euh, et puis du charbon. Et là, vous avez une première filtration qui est vraiment quand vous n'avez rien sur vous, vraiment à la Mycorn, hein. Vous faites ça, et puis c'est déjà une première filtration. Après, vous la faites bouillir toujours mieux. Et puis voilà, là, on est plutôt dans de l'eau dont vous n'êtes absolument pas sûr de la provenance, par exemple. J'aime bien quand tu dis, moi, c'est impeccable. Il y a une autre manière de faire qui est toute simple. Vous achetez plein de bidons de 5 ou 10 litres d'eau, vous la stockez chez vous. Vous regardez les dates de péremption, en général, c'est des dates un peu bidons, enfin bon, c'est comme ça. Il y a des dates de péremption. Ouais, c'est 2 ans à peu près. Voilà, Ouais. parce que, histoire de dire qu'il ne faut pas trop la garder. Euh, Puis il doit y avoir du passage entre au-delà de 2 ans du Du plastique dans plastique. l'eau. Il faut surtout bien la stocker à l'abri de la lumière. Faut faire attention à la manière dont on la stocke. Si ça chauffe un peu, tout de suite, ça risque de mettre dans l'eau vraiment des saloperies. Ouais, de toute manière, dans le meilleur des cas, il faudrait ne pas stocker dans du plastique, hein. Oui. Voilà. Mais bon. Après, il y a la notion de combien. Combien j'en prends donc pour stocker bah, vous pouvez compter, si vous voulez 10 jours de résilience, bah, il vous faut 10 bidons de 5 litres à peu près, hein, c'est à peu près ça. 10 bidons de 5 litres, entre l'eau de cuisson, l'eau de consommation, peut-être un peu d'eau de lavage, ainsi de suite, bah voilà. Donc il vous faut 10 bidons de 5 litres. Et là vous vous apercevez que 10 bidons de 5 litres ça commence à prendre pas mal de place. Ça prend beaucoup de place, oui, en intérieur. Alors qu'on est bien C'est d'accord, juste. là, de mémoire, l'hydroclonazone, vous avez 180 comprimés, vous pouvez créer 180 litres. Soit Eh l'équivalent oui. de 30-40 bidons de 5 litres. Donc, et ça tient, enfin, c'est à la taille de mon pouce, le, 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 le Paquet de récipient à comprimés. comprimer. Donc, je trouve que d'avoir les deux, c'est bien. Si vous, en plus, vous avez un filtre Berkeley, même si dans l'immédiat, vous n'avez pas les moyens, par exemple, d'avoir un circuit de récupération d'eau, de stockage d'eau à long terme, ainsi de suite, bah, c'est un coup à être vraiment quand même plus serein en se disant bah, si jamais ça arrive, enfin, je pourrais faire avec mon filtre Berkeley, j'ai des trucs pour désinfecter un minimum, je vais me débrouiller et puis bon an mal an, ça permet de se retourner, peut-être prendre sa voiture, d'aller chez ses parents, d'aller chez son frère ou ce genre de choses sans avoir la pression. Enfin déjà si entre guillemets la civilisation s'effondre du jour au lendemain, j'ai envie de dire il y aura déjà suffisamment de pression comme ça pour faire en sorte de peur, pour faire en sorte de. Enfin, c'est pas la peine d'en rajouter quoi. C'est bien de prévoir Ouais. avant quoi. Pour les filtres, il y a un autre. On va pas faire de pub. Du coup, on va donner une autre marque. C'est Berkefeld, marque anglaise, qui est un peu moins chère que. Voilà, c'est un système qui ressemble très fortement, mais qui fonctionne plutôt sur la base de céramique. Les fils sont en céramique, mais voilà, c'est un petit peu moins cher et vous pouvez trouver ça aussi. Faut compter à peu près 200 € hein, pour un, Ouais, un filtre. un fil de 6 ou 8 litres. 8 litres de mémoire. Et après, je sais plus, c'est hallucinant avec deux cartouches à charbon, vous pouvez filtrer, je crois, 10 000 litres ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce genre Ouais, de grandeur. faut compter les changer tous les ans si vous vraiment vous les utilisez. Donc il suffit d'en acheter un petit peu en stock et puis vous êtes En tout tranquille. cas, ça vous permet de voir vraiment les choses venir. Alors, par exemple, ça filtre pas les virus, mais j'ai envie de dire, faudrait, faudrait vraiment que vous alliez chercher l'eau à un endroit qui soit vraiment entre guillemets dégueulasse. Pour vous ayez un problème Ouais, de virus. Une eau par exemple que vous récoltez dans la nature, il faut pas que ça soit une eau stagnante.
C'est hyper important pour l'hygiène de l'eau que vous prenez. C'est-à-dire que si vous prenez dans une mare qui stagne, avec, vous savez, ces espèces de reflets un peu comme de l'hydrocarbure en haut, ça c'est de l'eau qui est presque, enfin c'est empoisonné ce truc-là. C'est pollué, ouais. Faut pas prendre. L'idéal c'est de remonter le cours d'eau ainsi de suite jusqu'au moment où l'eau est en train de s'oxygéner et faire en sorte, voilà, elle coule, elle est vive l'eau. Et c'est là qu'il faut prendre. Ouais. Bon, Le Cococcinelle. Attends, je lis le message de Cococcinelle. Mon compagnon boit l'eau en bouteille et moi je les récupère pour stocker l'eau avant qu'elle devienne chaude. Ensuite, je l'utilise pour arroser les plantes, rincer l'évier ou nettoyer les légumes. super. Pareil. Moi, je voulais vous dire tout à Bravo. l'heure, j'ai euh, j'ai deux endroits, je suis en train de faire un test chez moi au niveau de la permaculture. Il y a des tomates, des melons, des courges que je suis en train de nourrir de mes eaux de cuisson et d'autres avec de l'eau normale potabilisée. Et j'ai vraiment remarqué qu'il y a une très très grosse différence de santé et de vitalité avec celles qui sont nourries avec les eaux de cuisson. Donc j'ai envie de Ah vous oui. dire, enfin, faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter à aller mettre ça dans votre terre, quoi. Ça l'enrichit. Vous faites du riz, vous avez plein d'amidon. En fait, vous avez énormément d'énergie et d'amidon dans l'eau de riz. Vous l'achetez dans les tuyaux, c'est dommage. Faut redonner là à la terre. La plante, elle va savoir quoi en faire. Ouais, et puis de base, hein, de toute manière, les plantes n'aiment pas trop l'eau qui sort de votre robinet, qui est un peu chlorée, hein, elles n'aiment pas trop ça, hein. Donc il vaut mieux éviter de prendre l'eau directe du robinet qui n'a pas été soit bouillie, le mieux étant l'eau de pluie, hein. Ah, de plusieurs essais. Et si je mettais un S? C'est mieux. Bon, ça, on vous l'a dit. Refaites les tests plusieurs fois pour augmenter votre résilience. Enfin, vous augmentez votre score, c'est comme si vous jouez en fait. Et partagez sur le groupe les scores que vous avez. Ah, j'ai tenu 4 heures, ah, j'ai tenu 7 heures, ah, j'ai tenu 2 jours. Ah bah moi, ça fait 3 mois que j'ai plus d'eau. Bon, ok, d'accord. Et voilà, c'est un coup à échanger, à s'amuser. Et puis on va avoir des anecdotes qui vont être sympathiques à échanger. Donc n'hésitez pas à faire ça. Alors Nico te remercie pour l'info. Ah, pour les eaux Je, de... je transmets. Pour les eaux de cuisson? Je Ouais, ouais, suppose. ouais, Je ouais. ne peux pas De te rien, dire. Nico. Maintenant, on va passer à l'autre partie, celle qui nous intéresse un petit peu plus, c'est-à-dire construire un système qui nous permet d'être résilient au long terme, sans avoir à stresser, de se dire est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans les tuyaux ou pas, et puis de se dire de toute façon j'ai largement assez pour passer l'été et je passerai l'hiver quelque part les doigts dans le nez. En fait, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Voilà. Parce que l'abondance, ça se construit. Il y a juste à adhérer au cycle naturel, adhérer à la nature. Et la nature est abondante par elle-même. Donc il suffit de vivre avec elle et non pas contre elle. Quand je dis ça, c'est par exemple envoyer de l'eau sur du bitume. Bah, c'est vivre contre la nature parce que enfin, c'est pas prévu pour être sur du bitume l'eau, quoi. Tout bêtement. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a un super. Du coup, quand on commence à penser à long terme, il faut analyser le climat. Il faut analyser votre climat. Donc je vous laisserai faire. Et il faut aussi analyser l'évolution du climat. Je crois que je vais quand même prendre le temps d'en faire une partie. Il y a un outil qui s'appelle Climat HD, qui est de chez Météo France. Donc c'est ingénieur Météo France et chercheur Météo France qui a mis ça au point, qui ont mis ça au point. Le but de Climat HD, c'est de vous montrer les tendances du climat en fonction du climat passé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les informations de comment le climat a déjà évolué. Je vais vous donner une notion de température. Voilà, là on est sur la France entière par exemple, avec là c'est les moyennes qui sont données. Et par exemple, moi si on me dit avec une courbe comme ça que le climat ne s'est pas réchauffé, oh, je pourrais vraiment ne pas être d'accord. Parce qu'on voit bien que là on a des tendances à la moyenne qui sont d'environ 1 à 1,5 degrés en moyenne sur la France, plus chaude que les moyennes historiques depuis les années 1900. Grosso modo, c'est-à-dire que en France, il fait entre 1 et 2 degrés plus chaud qu'avant. Si je résume vraiment, ça donne ça.
Ça, c'est à l'année et c'est en moyenne sur la France. Regardez ce qui se passe en été, si je prends que l'été. Euh, et ben en été, c'est encore plus marqué qu'avant. Ça, je voulais vous montrer cette tendance-là. Il y a autre chose que je vais vous montrer, c'est la différence entre euh, un département et un autre. Là, j'ai pris Provence-Alpes-Côte d'Azur et là, on voit qu'on est déjà à plus 3 degrés. Donc en fait, il faut que vous arriviez à intégrer que plus c'était déjà chaud chez vous, Plus ça va être plus ça chaud. va être chaud, mais plus ça va s'accélérer rapidement par rapport aux autres. Je vais vous donner d'autres cours pour faire en sorte que ça soit très net. Euh, on va prendre, on va prendre chez Thibaut, mais on va prendre la Bretagne. Voilà. On va prendre la Bretagne et on va prendre, je vais faire court parce que sinon là je peux rester 2 heures là-dessus là. Euh, ça c'est le climat passé, ça c'est le nombre de journées chaudes en Bretagne. Regardez bien. Nombre de journées chaudes avec une moyenne sur 11 ans. Là, on voit qu'on est à peu près autour de 40 journées chaudes dans l'année. Une journée chaude étant une journée qui est à plus de 25 degrés. Donc 40 ici en Bretagne. Et maintenant, je vais vous montrer la même chose. Provence, Alpes, Côte d'Azur. On va retourner ici. Ou à Istres, pareil, je m'en fous. Et là, on est déjà à 120 jours chauds, au-delà de 25 degrés. Et on parle du passé là. On est déjà à 120 jours chauds. Et on voit que la courbe est déjà ascendante, hein. Oui, elle monte. On était à 90 ici, là on est à 120. On voit qu'on est déjà sur du réchauffement climatique. On considère que le réchauffement climatique a démarré en 1850. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça. 1850 parce que c'est là que l'ère industrielle a commencé à cramer beaucoup de charbon pour faire de la vapeur et pour faire de l'énergie. Donc le réchauffement a commencé dans ces périodes-là. Maintenant on va regarder le climat futur. Et là, vous allez tout de suite comprendre. Il y a trois tendances. Une tendance moyennée qui est... c'est là, vous voyez cette courbe ici, rouge. Ça veut dire, ça c'est si les gouvernements respectaient les préconisations des COP 21, COP 24, ainsi de suite. Or, on sait très bien qu'ils font n'importe quoi, ils respectent rien du tout, et ils ne font que appuyer sur l'accélérateur du capitalisme et du consumérisme, donc ils polluent de plus en plus, ils rejettent de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est cette trajectoire ici qui est violette. Et cette trajectoire violette, c'est vu que les gouvernements font rien, voilà certainement ce qu'on va vivre en termes de chaleur. Donc là, on est sur la France globale en moyenne, et on voit qu'en moyenne, en 2100, on aura déjà pris 4 degrés et demi. À 2050, on aura plus 2 degrés. Et je vous rappelle que plus 2 degrés, c'est déjà catastrophique. C'est ce qu'on essaye à tout prix d'atteindre, plus 2 degrés de réchauffement climatique. Là, en France, en 2050, on les a déjà. Et on parle de l'année globale. Regardez ce qui se passe si je prends l'été. L'été, en 2050, on est à plus 3, plus 6 en 2100. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Désolé pour les gens qui sont en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Là, on est à plus 7 et on est à plus 3,5 en 2050 en Provence, Alpes-Côte d'Azur en été. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir très difficile de supporter toute cette chaleur. On va aller du côté phénomène. Oui, et puis, oui, faut bien voir que c'est pas juste 3 degrés comme ça, bah, c'est plutôt sympa, tu vois. Oh, bah, c'est l'été. Non, non, c'est 3 degrés globalement sur toute une année, et ça veut dire des cultures qui deviennent impossibles dans certaines régions, ça veut dire un climat qui change d'un climat tempéré dans une région, on passe à un climat chaud. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des variétés qu'on cultivait depuis très très longtemps dans des régions parce que c'était particulièrement adapté, ben là d'un coup ça devient juste impossible. Ça veut dire chez vous peut-être devoir adapter
aussi ce que vous faites pousser, parce qu'il y a des choses qui deviendront compliquées. Donc c'est pas juste 2 degrés, c'est sympa parce qu'il fait plus chaud, c'est 2 degrés dramatiques en fait. Ah oui, et puis 2 degrés, ça veut aussi dire plus d'inondations, plus d'ouragans, plus de tempêtes, plus d'orages, plus de grêle, plus de canicules, plus de sécheresse, plus comment dire, de précipitations extrêmement violentes en très court temps, donc pas du tout absorbables par le sol parce qu'il faut du temps pour digérer l'eau. Enfin, ça devient tout de suite compliqué. Et là, quand ils nous disent 2 degrés, en fait, on parle de 2 degrés. Donc là, on est en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Regardez le nombre de journées chaudes par an. On va passer en 2005 de 90, 2100, on va être à 100, 140, 150. 2050, c'est pas moi qui le prévois, hein, on est d'accord, c'est Météo France. Hein. Donc vous pouvez être sûr que le scénario le plus pessimiste, il est encore modéré. Hein. Très honnêtement. Enfin, ça c'est il y a une étude qui a été il y a une étude qui a porté sur les études et qui a montré qu'au niveau climatologique, toutes les études confondues, c'est toujours celles qui sont les plus pessimistes et les plus dramatiques qui reflètent le mieux la réalité. Les autres sont toujours achetées. Voilà, je vous dis ça comme ça, voilà, c'est bon. Mais pour moi, elle est modérée, la, la courbe violette. Le reste, c'est même pas la peine d'y penser. Enfin bon, chacun met ses rêves où il veut. Donc là, en 2050, regardez, on est à 120 jours chauds au-delà de 20 degrés. Et ce que je trouve intéressant du coup, c'est d'aller comparer ça avec la Haute-Normandie. Regardez ce qui se passe. 2050, on est à 30 journées chaudes. Maintenant, je vous laisse imaginer les mouvements de population qui pourraient avoir lieu. Voilà, je passe à autre chose maintenant. Voilà, on parle que de la France, hein, on est d'accord, mais Ah oui. ce qui est vrai pour la France est certainement plus dramatique pour d'autres pays. Donc, flux migratoire en France, c'est une chose, mais flux migratoire euh, conséquent d'autres pays, voilà. Hein, quand on sait que l'Espagne va devenir un désert, c'est quand même. Voilà, bon. Oui, Hein. c'est passé aux 20 heures l'autre jour. Ils disent que 75% de l'Espagne en 2100 sera désertique. Bon, ça vous avez compris. Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais. Donc c'est important de prendre en compte votre climat pour comprendre comment vous devez imaginer votre stockage d'eau. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Vous irez voir sur Climat HD. Par contre, il y a un phénomène qui est très important, c'est que les précipitations, en moyenne, ne varient pas. Oui, c'est pas corrélé aux températures. Il va pleuvoir la même chose pour des températures plus hautes, donc il y a un besoin d'eau plus conséquent, avec toujours la même pluviométrie. Par contre, C'est la problématique. forme de la pluviométrie va changer. Au lieu d'avoir 5 mm de précipitation étalées par-ci par-là, ainsi de suite, on va se retrouver avec 20 mm là, 15 jours sans rien, 40 mm là, 3 semaines sans rien, 50 mm là, qui fait une inondation du coup, hein, avec après 3 jours, et puis encore 50. Voilà, le profil, comme on dit, va changer. Donc il est important que vous ayez un système qui permet de capturer l'eau en assez grande quantité aussi pour faire face à ça. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, dimensionnement du stockage de l'eau. Et je crois qu'on arrête après ça, Thibaut, hein, après le Oui. dimensionnement de mémoire, pour vous dire où on en est. Ouais, on va vous montrer donc le dimensionnement, notre cas personnel parce que c'est issu de nos réflexions sur nos propres terrains, et puis on va vous parler des solutions de récupération. Puis après c'est tout. Ok, donc on a déjà parlé, il faut de la boisson, la cuisine, les toilettes, le ménage, le lavage, l'arrosage, le potager, tout ça. Donc l'eau, c'est tout ça. Et surtout, ne faites pas la bêtise d'oublier le potager. Si vous oubliez le potager, vous pourriez vous rendre compte que du coup, vous avez plus assez soit pour boire, ou vous laver. En tout cas, vous perdriez en confort de manière très importante. Des fois, pour faire des économies de 200 euros ou 50 euros, parce que tu pourras trouver des solutions qui sont très ingénieuses. Votre système il doit être résilient
à la sécheresse. Donc si par exemple il y a 2 mois de sécheresse continue, il faut que vous ayez suffisamment d'eau dans vos cuves pour faire en sorte que vous puissiez continuer à consommer votre eau et pas que vous vous retrouviez avec ah bah tiens, il n'y a plus rien dans la cuve. Parce que ça, faut quand même passer le cap. Donc pour nous, ça a été une grosse réflexion. On a créé un calculateur pour faire tout ça. Donc on y a passé 3-4 jours à deux là, à faire le calculateur. Il faut que ce soit résilient à la panne. Si votre pompe tombe en panne, il faut que vous puissiez aller chercher l'eau. En général, Ouais. c'est la pompe, le- la fragilité. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait un tuyau, une fuite, un tuyau qui se déboîte ou qui se perce. Il faut que ça soit résilient. Ça peut être que la cuve se fende, ou avec la pression par exemple si elle est enterrée. Il faut que ça soit résilient. Il faut penser à ça. Il faut penser au fait que le rat puisse aller crever dans votre cuve. Dans ce Voilà. cas-là, il faut que ça soit résilient. Et une manière que ça soit résilient pour le rat, c'est assez simple. Pour tout, c'est assez simple. Au lieu d'avoir une cuve, il vous en faut deux. Voilà. 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 Il faut vraiment multiplier les moyens de récupérer, c'est hyper important, hein. Je redis, parce que la dernière fois on en a brièvement parlé de l'anecdote, mais c'est clin d'œil à toi, Nico, qui nous regarde. Le- Donc mon copain Nico qui était avec moi dans mon jardin, il y avait un rat donc dans mon récupérateur d'eau, un de mes récupérateurs d'eau. Donc je l'ai enlevé, j'ai voulu faire vider mon récupérateur d'eau et en le basculant, j'ai explosé mon récupérateur d'eau. Donc vous voyez, si j'en avais pas eu un autre, eh ben j'aurais été dans le caca, tout simplement. Donc c'est important. J'avais une infection et en plus, bah, en panne parce que j'ai un récupérateur en moins. Là, on parle de ça, ça paraît presque marrant. C'est genre, ah bah, il est en train de pleurer parce qu'il a perdu un seau. Mais si demain, vous avez plus d'eau au robinet, enfin, votre compteur d'eau ne capte plus d'eau, perdre un récupérateur d'eau, même perdre 500 litres ou 1000 litres, je peux vous assurer que c'est un coup à faire une petite dépression, hein. Ouais, déjà je l'avais mauvaise, mais bon, c'est comme ça. C'est un coup à faire une petite dépression. C'est Ouais. comme en randonnée quand ça m'est arrivé une fois ça. Bah, voilà une bonne anecdote. Je pars et puis dans les Pyrénées, sur le GR10, il y a tout un passage où la roche est poreuse. Donc en fait, il n'y a quasiment pas d'eau en surface. Je ne le savais pas. Donc j'ai cherché de l'eau en permanence, j'ai fini par en trouver. Et quelques jours plus tard, je me suis aperçu que j'avais oublié mes comprimés de stérilisation d'eau. Bah là, c'est tout bête, mais du coup, j'étais face au choix cornélien qu'on est quand il n'y a plus d'eau au robinet. Est-ce que je prends le risque de boire une eau pourrie, au risque peut-être d'en crever ou d'être malade, ou est-ce que je fais demi-tour pour revenir en zone sécurité. Enfin voilà, ça a été, enfin, c'est super chaud hein, quand votre vie est vraiment en dépend, parce que vous pouvez choper par exemple la douve du foie quand vous êtes en randonnée, comme ça c'est un parasite qui se met dans votre foie et en fait ça vous tue de manière lente et de manière insidieuse. Donc il y a vraiment une saloperie, faut faire vraiment gaffe quoi. Donc c'est important. À combien de mois je suis résilient sans pluie? Donc moi je me suis toujours dit dans le calculateur si je suis résilient à 2 mois sans flotte, c'est bon. Enfin si pendant 2 mois je suis résilient, ça passe. En gros s'il y a 2 mois de sécheresse et que je passe, c'est bon, ma cuve est bien dimensionnée. Donc bah là on va vous faire les études à l'aide du calculateur. Faut que je fasse une petite manip. Ouais. Donc on s'est dit, mais tiens, en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut déterminer la solution, je dirais idéale entre guillemets, hein, parce que quand on est dans l'incertitude de l'avenir, on ne sait pas ce qui est vraiment idéal. Mais il y avait tellement de données à prendre en compte que la seule manière vraiment efficace de le faire, c'était d'en faire un calculateur donc sur un tableur. Et comme Romuald est un spécialiste des calculateurs et qu'il adore manipuler les chiffres, il a été nous créer des formules dans tous les sens. Moi, je venais lui rajouter des contraintes en lui disant ouais, mais attention, si mon récupérateur d'eau déborde, moi je voudrais récupérer l'eau qui déborde, etc. Donc euh, il y a eu une vraie réflexion de fond
sur ça, et le but étant de savoir quelle est la solution qui est la plus viable pour lui comme pour moi euh, en termes de stockage chez nous sur notre propre terrain. Donc pour ça, il y a eu beaucoup de données qui ont été rentrées, notamment la pluviométrie, que Romuald a été récupérée donc sur les sites. Hein. On n'a rien inventé, ce sont des chiffres qui sont réels euh, et sur lesquels on s'est basé là pour faire notre étude. Alors c'est pas 100%, bah, c'est pas une valeur sûre. Hein. C'est juste pour, en tout cas, c'est beaucoup plus sûr que de se dire, tiens, moi j'estime que avec une cuve de 3000 litres, je vais m'en sortir. Ça, c'est totalement aléatoire et Ah, et c'est justement, carrément on a réussi à le dangereux. démontrer. Ouais. Et voilà, là, on peut dire, bah non, en fait, ce que je pensais être vrai, c'est totalement irréel. Si je vais dans cette direction-là, c'est juste le bordel. Donc, il vaut mieux que je me dirige vers une cuve de telle dimension. Et après, on vous parlera des différentes cuves qui existent, parce que quand on pense cuve, moi, je voyais mon grand-père avec sa citerne enterrée quand il a fait construire sa maison. Donc, ça devenait pour moi tout de suite un gros bordel. Mais il existe vraiment des solutions qui sont tout à fait abordables et heureusement moins, moins conséquentes en termes de travaux. Bon, allons-y. Est-ce que vous voyez le... Je suis content de mon Ah, introduction. t'as bien Ah, meublé, hein. bah dis Tu donc. peux boire un coup, je pense. Ah, ouais, j'ai mérité. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça, j'en suis pas certain. Je peux plus aller voir. Alors oui, je vois plus vos commentaires sur le live, parce que mon téléphone s'est éteint. Je vais essayer de me connecter autrement. Je pense Ça que marche? tout le monde voit l'écran maintenant. Ouais, je pense aussi. Oui, ça fonctionne. Ok, cool. Alors, on va prendre le cas de Thibaut et le mien. Pour aller vite. Ouais, on va en prendre qu'un. Disons qu'on va... Ouais. Désolé Thibaut, on va prendre le mien. Je pense que le mien il est intéressant parce qu'il est complètement déconnant. Donc, Ça marche. c'est intéressant. Bon, moi j'ai 120 mètres carrés de toiture. Après, quand vous allez sur les sites de pluviométrie, j'ai 820 mm qui tombent annuels par mètre carré à Bordeaux. Ça se récupère, hein, c'est ce qu'on appelle la pluviométrie, le niveau de précipitation annuel. Il y a un petit calcul qui se fait, et puis du coup, avec des pertes, ainsi de suite, je m'aperçois que je peux à peu près avoir 90 mètres cubes euh, sur mon année, de récupérer grâce à mon toit. Mon problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je consomme 70 mètres cubes plus 80 mètres cubes, c'est-à-dire 151 mètres cubes dans l'année. Or, je peux en récupérer que 90. Donc là, il suffit pas de sortir de Polytechnique. Je peux en récupérer 90. Je voudrais en prendre 150. Bah en fait, ça marche pas. C'est euh, c'est assez évident. Donc après, par contre, il faut aller regarder le détail, je dirais mois par mois, parce que on peut pas juste faire un calcul comme ça rapidou euh, de j'ai tant de mètres cubes, enfin j'ai tant de mètres cubes parce que j'ai tant de toiture et j'ai tant de pluviométrie. C'est pas une multiplication le résultat. Et justement, on va vous le montrer. Euh, Ouais, parce faut prendre en compte, il y a une donnée qui est délicate et qu'il a fallu prendre en compte là-dedans, c'est que bah, au mois de janvier, il va peut-être beaucoup pleuvoir, au mois d'août, il va pas c'est du tout ça. pleuvoir. La cuve, elle va se remplir un mois, mais elle va pas se remplir pendant quelques semaines. Comment on fait pour avoir une estimation raisonnable? Du coup, je suis allé chercher la pluviométrie mois par mois ici. Donc en janvier, on voit que ça pleut beaucoup à Bordeaux. Il y a 91 millimètres en janvier. Par contre, en juillet, il y en a 43, en août, il y en a 48, en septembre, il y en a 50. Donc quasiment la moitié. On s'aperçoit vite que il y a un problème, c'est que les mois les plus chauds, ce sont des mois qui sont aussi les mois où il pleut le moins dans ma région, ce qui n'est pas le cas partout. À Vichy, c'est pas le cas, par exemple. Il y a des climats qui sont différents où il pleut quand il fait chaud. Bon, ça c'est le cas de Vichy. À Bordeaux et puis à Nantes, qui sont des climats océaniques, bah, l'été il pleut pas et il fait chaud. Donc ça veut dire que vous devez sortir de vos cuves de l'eau et en plus elles se remplissent très peu parce qu'il pleut pas.
Donc j'ai bien ma pluviométrie ici de 820 que je disais de tout à l'heure. Je vous passe les détails. Et donc j'ai été mettre des coefficients ici, vous allez vite comprendre. Un coefficient de sécheresse. Quand je mets un coefficient de 1, ça veut dire que je ne modifie pas les données. Vous voyez, ici on est à 57 et ici à 57. C'est-à-dire que je ne considère pas qu'il peut faire plus chaud que les données moyennes. Et en fait, si je mets par exemple 1,3, je considère que globalement l'année est plus chaude de 30%. Enfin, il va pleuvoir 30% de moins. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est pas le cas. Les précipitations moyennes dans l'avenir vont rester à peu près identiques. Mais il faut aussi stresser le système au cas où il se passe quelque chose. Vous avez une fuite, la pompe marche plus, enfin vous pouvez plus prendre l'eau, vous pouvez plus stocker l'eau parce qu'elle dégueule à côté, vous n'en avez pas aperçu, vous avez perdu par exemple, j'en sais rien, 120 mm bêtement. Bon bah il faut mettre des coefficients de perte. Donc là je mets 1,3 et je mets un autre coefficient de dire les mois les plus secs, je vais faire en sorte qu'ils soient 2 fois plus secs que d'habitude. Donc là vous voyez je crée une sécheresse ici, ça s'est allumé en rouge, et je divise par deux tous mes 3 mois, juin, juillet et août. Et c'est dans ces conditions là que je vais voir quelle cuve peut être intéressante pour moi. La taille de la cuve, ça sert à ça, on est en train de vous parler de la taille de la cuve là. Euh, Là, j'ai 120 mètres carrés de toiture, ça n'a pas bougé. Ça, c'est mon besoin en eau. Ça, c'est mon besoin en eau de manière. Ça, c'est mon besoin en eau d'avant. Et en fait, là, je considère que j'ai 4 mètres cubes d'eau potable. Avant, vous voyez, j'avais 70 mètres cubes d'eau domestique et 80 mètres cubes pour avoir mes 151 mètres cubes sur l'année. Tout s'allume en rouge. Et vous remarquez que tout s'allume en rouge. Il y a une raison très simple à ça, c'est que j'ai fait en sorte que quand ça s'allume en rouge, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir et qu'on manque de flotte. Donc ça, ici, c'est l'analyse mois par mois. Et ici, c'est une analyse en prenant en compte une analyse au jour le jour. Donc j'ai été voir chaque mois et j'ai simulé chaque mois. Vous voyez là, partout où c'est rouge, la cuve est vide. La cuve, elle est là. La cuve est vide et vous manquez d'eau. Donc on va revenir au mois par mois. Je ne vais pas vous expliquer tout dans le détail parce que franchement, voilà. Ça va être un peu long. Là, on peut déjà en convenir d'un truc, c'est que si je voulais consommer exactement comme avant, bah en fait, ça passe pas. Je crève de soif. Je crève de soif ici. Vous voyez ici, je crève de soif à partir du mois d'avril, 11 jours sans eau, 23 jours en mai, 27 en juin, 27 jours sans eau en juillet, 28 en août, 24, vous avez compris, bon, enfin, il manque beaucoup d'eau. Et là, ça fait 144 jours sur l'année sans eau. 7 mois Donc sans eau. c'est juste pas concevable comme ça. Euh, Donc tu peux peut-être revenir à tes données raisonnables sans ta consommation. oui, il faut aller voir la cuve que j'ai pris pour ça. J'ai pris une cuve de 10 mètres cubes. Euh, Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais prendre une énorme cuve de 25 mètres cubes. Et vous apercevez que même si ma cuve faisait 250 mètres cubes, ça changerait rien. Surtout qu'il y a des pertes annexes qui font que les choses ne sont pas linéaires et ne s'améliorent pas toujours. Et vous apercevez que là, même avec des cuves de 25, c'est pas une histoire de pouvoir stocker plus d'eau. C'est une histoire que j'en consomme beaucoup trop, donc il ne pleut pas Par assez rapport chez à ce moi. que tu récupères. Il ne pleut pas assez chez moi. Donc je remets ma cuve de 10 mètres cubes. Alors 10 mètres cubes qui est déjà une curve énorme hein, C'est pour déjà gros, ouais. une maison. Hein. C'est déjà gros. Hein. C'est déjà gros, 10 mètres cubes. Et donc vous avez, en fait, première conclusion avec ce calculateur, je ne peux pas consommer autant. Donc, moi je vous ai dit que j'avais des arbres et des arbustes, que je pouvais arrêter de les arroser. J'ai fait un calcul, ça me fait économiser 50 mètres cubes. Donc là, je vais pouvoir mettre 30 à la place de 80. Tout d'un coup, je m'aperçois que même avec ma cuve de 10 mètres cubes là, bon, ça s'est amélioré. Au lieu de 144, je suis à 109, mais c'est encore pas le Pérou. Et puis, bah, ce qu'il faut faire après, mon jardin, moi je considère qu'il lui faut de toute façon 30 mètres cubes, sinon bah, je pourrais pas bouffer. Par contre, il est évident que déjà, juste la chasse d'eau, c'est 40 mètres cubes.
euh, je vais pouvoir faire un effort et du coup je passe de 70 à 30 pour l'eau domestique. Et là tout d'un coup les choses s'améliorent beaucoup, énormément. Ouais. Donc là j'ai plus que 24 jours sans eau et on peut se dire par exemple, bon bah finalement je vais faire un peu comme Cococcinelle, je vais essayer d'être autour de 17. Et là j'ai plus que un jour sans eau, alors que mon coefficient de sécheresse est très très haut et ainsi de suite. Et là j'ai envie de dire, enfin, je sais que ça c'est une configuration qui passe. Si je reste à Bordeaux, si je consomme 50 mètres cubes en tout pour moi et pour boire et pour le jardin en tout, grosso modo, j'ai envie de dire, pas quel que soit l'été qui va arriver, mais enfin moi honnêtement je suis tranquille jusqu'en 2070 sans trop de problèmes là. Avec une cuve de Après, 10, avec une cuve de 10 mètres cubes. ouais. Alors l'outil, il permet donc de déterminer le cubage, ok. Euh, mais aussi, on pourrait prendre le parti de dire, en fait, j'ai un projet de faire une extension de ma maison, je sais pas, un carport, une pergola, et en fait de rajouter un petit peu de toiture. C'est un truc qui est facile à faire. Moi, j'ai changé, j'ai enlevé le toit d'une dépendance que j'avais, un abri de jardin, puis j'ai mis des tôles dessus en PVC pour récupérer l'eau. Et en fait, j'ai gagné comme ça 11 mètres carrés, hein. C'est pas rien, 11 mètres carrés de toiture. Et tout de suite, ça change les calculs. Attends, je les mets les 11 mètres carrés. Hop, ça y est, j'ai plus soif. C'est pas beau quand même? Voilà. En fait, ce calculateur permet aussi de tester si vous augmentez votre surface de récupération, quelles seront les conséquences. Ouais. Voilà, bon, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Et un truc qu'il faut voir, c'est que vous pouvez pas juste prendre vos données, faire une multiplication et vous dire c'est bon, ça passe. Parce que peut-être que ça passe en moyenne sur l'année globalement, mais peut-être que vous allez avoir des jours entiers où vous allez avoir soif. Hmm. Parce que là, grosso modo, si je prends à l'année, je suis censé récupérer 90 mètres cubes. Mais regardez, si je mets 90 mètres cubes réellement de consommation là, c'est-à-dire 45 et 45, eh ben j'ai un problème, j'ai 77 jours concrètement où la cuve elle est vide. Parce qu'il y a aussi l'évaporation sur le toit qu'il faut prendre en Ouais. compte. Parce que si vous n'avez pas 5 centimètres d'eau dans votre cuve, la pompe elle va pas pouvoir vous sortir l'eau. Donc c'est un peu con, mais du coup vous avez de l'eau mais vous pouvez pas la prendre. Et ça, fallait mettre tout ça en calcul et tout modéliser, ce qu'on a fait. Ou alors peut-être que si vous voulez 90 mètres cubes, bah, il vous faut une cuve, je sais pas, beaucoup plus grosse, 25. Non, ça passe pas non plus. Donc, c'est une histoire que il y a un moment, en fait, ça pleut pas assez. Ouais. Et puis là, faut un gros terrain, hein. Bon, Faut voir, hein. voilà. Caroline. Donc, notre amie Caroline nous dit, oh, le beau tableau Excel pour compter les sauts. Voilà. Et Nico qui nous dit que super votre outil. Je me doutais bien que ça te plairait. Et Hélène qui nous dit bravo pour le boulot. Bah merci. Voilà. Ouais, c'était histoire d'avoir un truc partagé avec vous, quoi. Et dites-nous d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse, si un outil comme ça vous intéresse. Parce que oui, nous on l'a fait pour nous, hein. Avant tout, c'est vraiment une réflexion parce que chez nous, la problématique en eau, ça a vraiment, je vais dire, hanté nos jours, mais oui, ça a hanté au moins une bonne semaine où on voulait vraiment savoir si on était capable d'être autonome en eau. Donc c'est né de notre propre problématique. Et cette problématique, elle ne nous appartient pas, elle est commune. Ouais, c'est universel, hein. Donc si on peut apporter aussi notre contribution dans le fait que vous soyez plus résilient, bah c'est cool. Du coup, Thibaut, lui, il a choisi c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes climats tous les deux, à peu près les mêmes pluviométries, on a à peu près les mêmes surfaces de toit, et en fait, on arrive à deux solutions qui sont complètement différentes. Moi, j'ai choisi de capter l'eau du toit et d'enfouir deux cuves de 10 mètres cubes.
une pour le jardin et une pour ma consommation personnelle. Qui fait que j'en ai une de rechange, enfin j'ai de l'eau stockée à l'abri si jamais il y en a une qui va pas, ainsi de suite. Donc ça fait deux pompes et ainsi de suite. C'est une solution qui est onéreuse. Parce que mine de rien, quand on parle de enterrer, il faut aller tractopelle, terrassement, faire venir une cuve, levage, passer par-dessus les... Pouf, tac, hop, je mets ça là. C'est gros C'est un bordel, hein. gros bordel, ça C'est gros casse bordel. tout votre jardin. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus... Je préfère avoir ça parce que quand c'est enterré, vous pouvez mettre, je crois, jusqu'à 1 mètre, ou je sais plus exactement, je crois 1 mètre de terre au-dessus de votre cuve. C'est bien que je ne perds pas un seul mètre carré de jardin. Et pour moi, c'est important parce que j'ai 1000 m² de jardin. Je suis déjà pas du tout sûr de pouvoir être autonome en fruits et légumes avec 1000 m². Chaque mètre carré compte, ouais. C'est là, voilà, chaque mètre carré compte. Thibaut, il a plus, il a 50% de plus que moi, et on est dans des configurations différentes. Il a choisi de stocker, d'acheter des. euh, je vais vous le montrer. Thibaut, Ouais. D'ailleurs, pour revenir à tes cuves, la cuve enterrée, elle a un avantage aussi énorme, c'est qu'elle conserve l'eau à une température qui est agréable, qui est beaucoup plus fraîche que si vous les conserviez en hors sol, qui est plutôt moins ma solution, mais qui n'a rien à voir, hein, quand même au niveau des travaux. Mais il y a une autre qualité à garder son eau dans une cuve enterrée en béton, c'est carrément mieux. Mais c'est du gros bordel. gros bordel, ça coûte Mais très c'est plus cher. durable, hein. Voilà, oui. Il faut. Je veux dire, là, il y a une solution qui est vraiment idéale. Voilà, c'est cette solution de cuve enterrée, etc. C'est vraiment une bonne solution. Seulement, bah, il faut faire aussi avec vos moyens, avec vous aussi vos aspirations. Parce que moi, j'ai pas envie de défoncer mon terrain, en fait. Euh, donc, c'était vraiment à mettre ça dans la réflexion. C'est pas parce que c'est une bonne solution qu'il faut vraiment la mettre. Il faut aussi faire avec vos frustrations, avec vos peurs, vos envies. Il faut que ça soit convenable pour tout le monde, en fait. Et aussi avec vos envies d'avoir un truc moche où, bah voilà, il faut réfléchir. C'est une réflexion globale, hein. C'est pas juste il me faut 10 000. Ah bah je vais enterrer une cuve de 10 000, hein. Oui, et puis 10 000, ça peut être une cuve de 4, une cuve de 2, une cuve de 4. Voilà, trois cuves différentes que vous allez gérer différemment. Et puis bon, ça offre de la résilience du coup. Il y a aussi le fait que quand on est locataire, les solutions enterrées, ça devient, enfin, c'est quasiment impossible de faire admettre ça au propriétaire. Ou alors, ça veut dire que vous allez lui donner l'argent en fait. C'est-à-dire que ça va vous coûter 3 000 ou 4 000 balles, mais par contre, une fois quand vous partez, vous lui laissez les 4 000 balles. Donc ça va être quand même assez compliqué. Et donc les solutions hors sol où vous avez un récupérateur d'eau, le plus simple c'est une espèce de grand cylindre, enfin c'est pas vraiment un cylindre, mais enfin bon, grand cylindre en plastique qui récupère 1000 litres, vous coupez la gouttière, ça tombe dedans, ça y est, vous venez enfin vous avez un récupérateur de 1000 litres. Ça peut se trouver sur le bon coin en plus pour quelques dizaines d'euros, donc faut pas. Ouais. C'est des solutions qui sont très intéressantes. De ce point de vue-là. Une autre solution, c'est celle de Thibaut. C'est-à-dire, moi, je veux pas défoncer mon terrain, je veux pas que ça me coûte trop cher. Et puis, j'ai une solution adaptable, un peu à géométrie variable. Alors, on remarque bien que creuser un trou pour mettre des cuves de 10 000 litres, c'est pas géométrie variable, c'est 10 000, 10 000. Puis quand elles sont dedans, elles sont dedans. Tandis que lui se dit, bah, quand le problème arrivera, le jour où ça arrivera, je sortirai mes Je cuves déploie ma plastiques, solution. mes cuves souples, je débranche mes gouttières et là elles commenceront à se remplir. Entre temps, j'aurai pas à sacrifier d'espace dans mon jardin parce que c'est inutile. Alors que moi, quand même, dans ma solution, je fous du tractopelle partout et je casse tout, quoi, hein. C'est quand même pas du tout le même type de solution. Et la sienne est plus agile. Elle est plus smart d'une certaine manière. Elle est, et puis, enfin, elle convient à la configuration de mon terrain parce que je peux le. Voilà. Faut Ça voir dépend ça aussi, de hein. tout. Il y aura autant de solutions, je pense, que de personnes. Moi, si demain je suis locataire et que j'ai besoin, je prends la cuve souple là. Et puis j'ai envie de dire, quand je pars du logement, je vide ma cuve souple, je repars Et avec, tu la avec sous remballes. mon bras, et Voilà. puis on le met dans le camion de déménagement, et puis on recommence là-bas, quoi. Donc je trouve que Ça se plie en carré, ça pèse moins de 20 kilos, hop, tu repars avec et puis tu la redéploies ailleurs. c'est impeccable. C'est génial. Alors, juste, donc, on a Nico qui dit que oui, lui, ça l'intéresse carrément.
Hélène aussi, l'outil. Caroline qui nous dit qu'il faudrait envoyer ça aux amis indiens, qui sont en grosse galère en ce moment. Cococcinelle qui nous dit arroser seulement au pied des plantes et non pas en mode pluie pour économiser l'eau. Oui, même si ça prend un peu plus de temps. Oui. Oui. Et puis, Caroline, une question. L'eau, c'est pour quelles utilisations? Ah bah là, on parle de l'eau pour toute utilisation. Euh, Sauf que dans un deuxième temps, dans un autre live, on parlera de la manière dont on la potabilise vraiment pour l'intégrer au système chez soi, pour l'utiliser pour la douche, pour Robinet. l'utiliser pour robinet, pour boire. Là, on a parlé des solutions euh, très low-tech, vraiment d'urgence pour boire avec les filtres. Donc, si tu veux vraiment voir ça, il faut revenir au début de la vidéo, tu la regarderas plus tard. On a parlé des solutions d'urgence avec les petites pastilles aussi d'hydroclonazone. Donc, mais le traitement de l'eau qu'on aura récupérée dans des cuves, etc., et les injecter dans un système complet, ça on en parlera un peu plus tard. Et ah bah Caroline, c'est vrai qui habitait dans un éco-hameau, ils ont mis des cuves souples, pas enterrées, et décorées avec des palettes pour customiser. Eh ben, voilà, c'est exactement moi ce que j'ai dans l'idée de faire. Cuves souples. Toi aussi, tu vas faire des fleurs dessus? Ah non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Caroline, je suis allé dans son éco-hameau et je n'ai même pas vu ces cuves souples. À- c'est dire à quel point elles doivent être bien dissimulées. Et c'était une réflexion de ma femme, c'est la cuve souple, mon Dieu que c'est moche, je veux pas voir ça dans mon jardin. Et, et bon, merci Caroline, tu viens de me donner une astuce. C'est pourquoi pas la customiser. Bon, on verra si c'est des fleurs ou autre chose. T'as qu'à te faire une terrasse par-dessus. Tu sais, tu fais un bac, et par-dessus, tu fais une terrasse et tu mets des jardinières et Alors j'y tu ai replantes pensé, hein, par-dessus. mais en fait ça revient à acheter une cuve qui contient plus et en fait le prix de la terrasse c'est juste impensable pour le diamètre, enfin pour la dimension de la cuve, faire une terrasse c'est juste impensable. Ça coûte trop cher. Ça marche. On avance. Donc vous avez des cuves aériennes qui sont hors sol. Ça ressemble à peu près à ça. Là, voilà, c'est une cuve. C'est quoi Alors PE? c'est du PE. Polyéthylène? Ouais, c'est des cuves vraiment basiques, hein. Alors là, vous avez une cuve qui est sur palette, c'est ce qu'on trouve chez les agriculteurs, etc. Euh, Par contre, si vous en récupérez, il faut vraiment vérifier que ce soit des cuves qui ont été utilisées pour des produits alimentaires. Parce qu'il y en a qui sont utilisés pour d'autres types de produits. Donc surtout pas récupérer n'importe quel type de cuve. Donc vraiment vérifier alimentaire. Et si possible, les prendre comme ça en noir et pas comme c'est plus fréquent en transparent. Parce qu'il y a la prolifération des algues qui va venir beaucoup plus vite si c'est transparent. Noir, c'est déjà beaucoup plus adapté pour le jardin. Et il en existe aussi en PE, mais qui sont pas du tout comme ça, et qui sont plutôt en type cuve en bonbonne. Voilà, alors on n'a pas. Alors ça ressemble à une image qu'on a plus bas. Tu casses mon déroulement là. Je suis désolé. Ça ressemble à ça, en un peu plus simple, mais ça ressemble à ça. Il y a aussi ce format-là. Voilà, donc là il y a les cuves du coup aériennes. Ça, c'est la fameuse cuve souple qu'on peut. C'est la solution qui coûte la moins chère, ça, hein. Voilà. Alors, la cuve PE que vous voyez au-dessus avec la palette, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher. Neuf, ça coûte peut-être 200, 300 euros, ou peut-être un petit peu moins. Vous pouvez les récupérer à 50 euros, voire moins sur le bon coin, en vérifiant bien pourquoi elles ont été utilisées. La cuve en PE, sous forme de bonbonne, elle est un peu plus chère, mais c'est 3000 litres, c'est déjà autre chose. Et après, cuve souple, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Vous voyez, pour 5000 litres, on est plutôt sur un prix de 500 euros. Donc c'est vraiment, enfin, c'est hyper facile, hein, ça, vous recevez ça, c'est plié en carré, vous le développez, vous branchez votre gouttière, hop, ça gonfle. Une fois que vous voulez la remballer, vous videz, vous repliez, et puis basta, quoi. Ça prend, par contre, déployer, ça prend beaucoup de place. Voilà, après il y a les autres solutions, c'est les solutions de cuves enterrées. Alors on peut enterrer deux types de cuves, celles qui sont
sur Oui, en HD. plastique comme ça, ou les cuves en béton. Cuves en béton, je crois qu'on n'a pas mis de... Ouais, on n'a pas mis de... Bon, ça va avoir la même tête, sauf que le béton, C'est des rectangles en béton, voilà. rectangle ou cylindrique en béton. Et C'est plus cher. l'avantage du béton, c'est que ça neutralise l'acidité de l'eau de pluie. Et il n'y a pas de problème alimentaire et sanitaire lié au plastique. Voilà. Le béton, c'est une matière inerte et qui, au contraire, bonifie votre eau. Dans le sens où il fait remonter le pH de l'eau. Donc ça peut être intéressant. Par contre, le béton, là, voilà, on est à 1 300 euros. Là, je suis étonné Alors, que... oui, c'est ça. 1300 euros. Ouais, 1300 euros, donc c'est des cuves là simples. Euh, donc il y a tout un système de filtration en plus qui est intégré dans les cubes que vous achetez. Par contre, il faut compter dedans. Vous pouvez peut-être doubler, voire tripler le prix. Il faut compter le terrassement, compter le mec qui va venir avec 4000 sa euros, il faut. mini-pelle, vous l'installez. Enfin, Il faut 4000 euros. Parce que par exemple, là, moi j'avais une cuve en béton qui devait être enterrée. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on vous précise aussi, c'est que les dimensions de la cuve sont importantes. Voilà, comment je vais vous dire ça? Dans le sens où, vu que les pompes ne vont pas aspirer toute l'eau en fond de cuve et qu'il faut un minimum pour certaines de 5 cm, la manière dont est taillée votre cuve, si elle est en profondeur et en hauteur, vous aurez toujours plus de fond que si elle est étalée. Vous perdez moins de mètres cubes en faisant comme ça. Et ça joue énormément sur votre résilience en eau. Le format de la cuve. Bon, ça, il faudrait que je vous détaille ça une autre fois. Enfin, c'est des calculs du coup. Et moi, j'ai été sur une cuve à 1800 euros du coup. À 5000 ou 10 000 peut-être. Ça devait être 10 000. C'est 10 000, 1800 euros. Vous voyez, c'est pas énormément plus cher en fait. Il y a des fois, ça vaut le coup de passer à l'étage au-dessus pour pas grand chose de plus. Bien qu'on est d'accord, 500 balles, c'est pas c'est grand chose de plus, si quand même. Enfin, mais, on est bien ok. Mais après, il y a la livraison. La livraison, de mémoire, de 1800, je passais à 2500 livré. Mais quand il disait livré, c'est qu'il le posait devant ma porte. Il ne le mettait pas dans le trou. Et ensuite, il faut un mec qui vienne faire le trou. Vous pouvez aussi le faire, hein, le trou. Et soit vous le faites de manière mécanisée, soit vous le faites à la pioche. Mais je veux dire, bon, il faut plus de 2 mètres hein, quand même. Faut ça peut creuser être sur. compliqué, surtout qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous faites le trou, souvent on fait des trous de 3 mètres en profondeur. Et si par malheur vous avez 1 mètre d'argile par exemple, et 2 mètres de pierre de roche-mère, entre guillemets, ça se creuse beaucoup moins bien à la pioche. Donc bon, moi je dis ça, je dis rien. Euh, Grosso modo, le budget c'est 4000 euros pour une cuve de 10 000. Voilà, 4000, 5000 euros pour avoir sa cuve. Maintenant, si vous en faites venir deux en même temps, double livraison et deux fois le terrassement en même temps, ça fait pas 10 000 euros. C'est un Ça, coup à moi, avoir oui, bah oui. à doubler votre truc pour 2000 euros de plus, quoi. Ce qui est intéressant là, c'est que finalement, il y a des solutions pour toutes les configurations Oui. et aussi pour tous les budgets. Hein. C'est pas le budget qui peut vous arrêter dans le fait de récupérer votre eau. Hein. Donc même la solution la plus basique, c'est déjà une solution. Voilà. Et après, faut être bien clair. Moi, je parle de résilience à la cassure, à l'effondrement, ce genre de choses. Ça, c'est un paramètre. Mais si vous projetez juste en vous disant comment je peux augmenter mon pouvoir d'achat, bah, c'est très simple. Vous prenez une cuve de 1000 litres sur le bon coin, vous la remplissez tout le temps et au lieu d'utiliser votre eau pour la mettre dans le jardin, vous faites ça à l'arrosoir tout simplement, eh ben vous allez économiser, j'en sais rien, 50 ou 100 euros sur votre facture. Tout à l'heure j'ai dit 400 euros moi que j'aurais pu économiser si je l'avais fait sur ma facture de 650. Donc les deux tiers étaient partis dans le jardin. Si je l'avais récupéré pour le mettre dans le jardin, j'aurais économisé 400 euros. Bah, c'est rentable hein, de dépenser 50 euros pour en récupérer 400. Ouais, C'est l'investisseur qui parle là. complètement. Alors, Coccinelle nous dit qu'il faut faire attention aussi. Il y a un paramètre, c'est qu'il faut la nettoyer. La cuve. Hein. Même Oui, cuve en béton enterré, il faut la nettoyer. Hein. oui. C'est pour ça qu'il y a toujours un trou de passage d'homme Voilà. pour faire le travail. Ça, c'est. Il y a aussi autre chose que vous pourriez imaginer, c'est au lieu de récupérer l'eau de ruissellement, enfin de l'eau de pluie qui tombe sur votre toit, c'est récupérer l'eau de ruissellement, c'est-à-dire l'eau qui ruisselle sur votre terrain,
qui lessive votre terrain, si je veux être un peu plus agressif dans le terme. Et du coup, vous pourriez tout simplement faire une mare. Et ça peut être une solution hyper adaptée, dans le sens où vous pouvez mettre votre cuve et à côté la mare. Et quand votre cuve déborde, bah, vous avez la mare qui se crée enfin, qui augmente à côté, le trop plein de la cuve se déverse dans votre mare. C'était une solution que Thibaut a imaginée. Ça lui a permis de réduire son besoin, je sais plus, on était à 10 mètres cubes ou 15 mètres cubes. Et bah, finalement, il a pris la décision de n'avoir que 5 mètres cubes pour sa consommation en eau à lui, à potabiliser. Le reste dans la mare, et la mare, du coup, c'est le jardin. Et Ouais, c'était prévoir l'effet de débordement, parce que moi ouais. je voulais pas une trop grosse cuve, parce que j'ai déjà l'espace, je sais où je veux la mettre, et je sais qu'il y a que 5 mètres cubes qui passent, mais je sais que 5 mètres cubes ça va être vite rempli par rapport à la toiture. Le calculateur nous donne ces données-là, et je sais qu'il va y avoir un débordement, on a pu calculer d'autant, ce qui permet de prévoir de remplir une mare de telle dimension pour récupérer. Alors, je crois que je me souviens, on débordait de 9 mètres cubes sur l'année, ce Ouais. qui est énorme, hein, 9 mètres cubes. Euh, je sais que je peux avoir une mare attenante à mon système de récupération. Donc, pour en plus avoir un stockage, on va dire, naturel, entre guillemets. Là, tu vois, avec mon système tout à l'heure, quand j'avais plus qu'un jour euh, Ouais, de sec et que j'avais 50 mètres cubes de consommé dans l'année, j'ai un trop plein de 15 mètres cubes. C'est énorme. ouais, 15 mètres ouais, cubes tout qui de vont même. dans la mare sur l'année. Ouais, Donc ça veut c'est dire aussi énorme. que la mare, attention, ça peut être très intéressant parce que, bon là on va rentrer dans un truc un peu plus complexe, mais la mare, ça peut être un outil pour arroser le jardin, un outil pour la biodiversité, un outil pour avoir des poissons et donc manger du poisson. Ça peut être aussi un outil de terminaison d'un cycle de phytoépuration, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mon eau une fois que je l'ai consommée, et une fois qu'entre guillemets je l'ai salie, soit avec mes toilettes, mon urine, ma vaisselle, comment je la recycle. Ça, on vous en parlera dans un deuxième temps. Mais toujours à la fin, souvent, ça termine à la mare. Une fois qu'on l'a potabilisé entre guillemets ou biodégradé, et l'eau finit par retourner à la mare. Donc c'est intéressant aussi déjà de prévoir la mare. La mare c'est un peu, euh, vous savez, dans une maison on met le foyer normalement au centre. Enfin, habituellement on faisait ça, des maisons rondes, le tipi, la yourte, avec le foyer au centre, là où il y a le feu. Bah, la mare c'est un peu le foyer du jardin, sauf qu'on change d'élément, on met l'eau, euh, l'eau au centre du jardin. Parce que l'eau, comme disent les permaculteurs, c'est le premier engrais. Et c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Ah oui, ça. Oui, d'accord. J'aimais bien ça. Voilà, bah, on a fini. Le reste, on le fera une autre fois. Donc, on essaiera de parler d'assainissement et de potabilisation. Justement, qu'est-ce qu'on fait de cette eau maintenant que c'est rendu dans la cuve parce que ça nous fait vraiment une belle jambe. Et comment on fait pour qu'elle devienne potable. Donc voilà, on a pas mal travaillé là-dessus. Et si on a le temps, on parlera aussi des différents styles de pompage, ballon d'eau chaude, ainsi de suite, comment on fait pour réchauffer l'eau, pour avoir des douches, des WC, enfin faire rentrer tout ça dans la pression en Là, barre, les là, pompes. on rentre dans du plus technique, et ce sont des solutions dont on doit réfléchir pour nous. Oui, Donc, voilà, ça demande. On vous présente pas des choses qu'on n'a pas étudiées pour nous avant. oui. Donc ça sort pas de nulle part. Il y a une vraie réflexion, comme vous avez pu le voir sur la récupération d'eau. Il y a vraiment eu beaucoup de réflexions et beaucoup de données qui sont entrées en jeu. Et pour ça, ça va être pareil. Et voilà, pour finir, on pensera après à se dire, bon, une fois que j'ai utilisé mon eau, que mon eau est usée, mon eau est pas forcément salie, mais en tout cas usée, qu'est-ce que j'en fais? Donc la phytoépuration, peut-être parler des toilettes sèches, de l'urine. L'urine au jardin, c'est un engrais formidable, il faudra qu'on en parle. Du coup, on parlera aussi certainement des plantes qu'on dise bioindicatrices. Ça permet de savoir s'il y a suffisamment de nitrate. Dans l'urine, il y a beaucoup de nitrate, donc on peut savoir si le jardin a besoin d'urine comme engrais ou pas. Voilà. Avec quoi se laver, les produits, quel type de produits utiliser, pas utiliser. Voilà. Puis après, bah, une fois qu'on a acquis toutes ces connaissances-là, bah, on les partage, puis on essaie de rendre les voisins résilients. Ça marche comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un message sur Messenger, par exemple. Si vous avez
encore des questions, besoin de quelque chose, ou mettez juste un commentaire sous cette vidéo en nous taguant et puis on vous répondra. Je sais déjà qu'on va nous réclamer le fameux tableur. Hein. Ouf. Ah, ça c'est sûr. J'en connais un qui va nous le réclamer très vite. Et Nico qui nous demande la date du prochain live. Ça, c'est une très bonne question. Vu l'étendue du sujet, là, on peut pas vous donner de date précise sur ça. On va essayer de faire ça rapidement pour que ça garde une certaine cohérence. Mais là, on peut pas vous donner de date. Par contre, il va y avoir d'autres lives qui ne seront pas faits par nous. Il y en a un demain de notre ami Maxime. Voilà, qui va. Alors, je n'ai plus le sujet en tête, mais en tout cas, vous allez voir dans les posts, il y a un live demain midi de Maxime, et il y en a d'autres qui arrivent, d'autres experts du collectif Ensemble vers un monde meilleur. Puis nous, on va se retrouver rapidement, on va vous tenir au courant de la suite de ce dossier sur l'eau. De toute façon, on doit s'y intéresser pour nous, donc ça va venir. Une dizaine de jours, disons, peut-être un peu plus, ou... Ouais, Ah, c'est toi qui t'engages. ouais, enfin, j'ai déjà étudié la suite, mais enfin, ça faisait trop pour ce soir, et puis Ouais, là, euh, et puis on n'est pas encore assez pointu, faut qu'on révise bien là. ouais. En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir été là. Eve, Hélène, Coccinelle qui a beaucoup participé, Nico. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Je pense qu'on prend plus, en tout cas pour moi, hein, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour Romuald. Bien que je me doute que ce soit la même chose, mais je prends de plus en plus plaisir à faire ça. Et voilà, c'est toujours sympa de pouvoir vous partager ce qu'on fait dans notre coin, le plus souvent tous les deux, et de vous partager nos réflexions. Voilà, j'espère que ça vous aide beaucoup. Bon, mais c'est super. Passez une belle soirée, on va aller manger. C'est la fin de l'apéro là quand même. Allez, ciao. Ouais, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde.